Attention, cette vidéo est susceptible de vous spoiler certains éléments du manga Gunm ou du film Alita, si vous n'avez pas lu ou vu tout ça. Mais bon, en même temps, si vous vivez dans une grotte, c'est pas ma faute. Et en plus, ça rime. Bon, il y a 2 ans de ça, je faisais une vidéo pour donner mon ressenti sur la bande-annonce d'Alita, l'adaptation de Gunm, et disons que je me suis bien fait fumer la race de ma grand-mère au niveau des dislikes. Donc 2 ans plus tard, je me suis armé de patience et de whisky et j'ai enfin regardé le film pour voir si j'avais raison de craindre une adaptation décevante ou si les Jean-Michel objectifs avaient raison et je n'avais rien compris à la bande-annonce. C'est pas faux. C'est donc le moment du verdict, bande de Jackie. Gunm, c'est l'un des titres fondateurs de ma culture personnelle des mangas. Il fait partie des toutes premières séries que j'ai lues au milieu des années 90, à côté des Akira, Dr. Slump, Dragon Ball, Appleseed et autres titres de cette époque. J'étais encore un ado, et donc la découverte de ce manga me fit l'effet d'une claque, et je n'avais jamais lu quelque chose comme ça. De fait, Gunm reste le seul manga à ce jour qui m'a fait me sentir physiquement mal. Ceux qui ont lu l'affrontement final entre Gali et Zapan, devenu un véritable monstre, comprendront peut-être. Et si je me suis senti mal à ce moment-là de l'histoire, c'est parce que l'auteur avait réussi un tour de force. Il avait réussi à nous faire ressentir de la pitié et de la compassion pour un antagoniste. Au travers de Zapan, mais aussi de bien d'autres personnages encore, l'auteur avait réussi à montrer que le fait d'être un cyborg, ou encore un psychopathe sanguinaire, n'empêche pas de garder une trace d'humanité au tréfonds de l'âme ou du cœur. À mes yeux, Gunm est l'un des meilleurs mangas cyberpunk que j'ai lus. Les personnages sont complexes, ils sont travaillés, ils ne sont certainement pas binaires, il n'y a pas forcément les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ils évoluent également dans un monde qui lui aussi est gris. Le manga m'a également beaucoup marqué au travers de son univers extrêmement adulte, violent, voire malsain, où le sang coule à coups d'hectolitres. Gunm n'est absolument pas un manga à mettre entre les mains des âmes sensibles, entre les yeux qui sortent des orbites, les cerveaux qui explosent ou qui se font dévorer, les membres arrachés et autres corps démembrés. Pour ceux qui n'auraient pas lu le manga, essayez d'imaginer un mélange entre le post-apocalyptique de Mad Max, le futur déshumanisé de Blade Runner et l'horreur corporelle de Event Horizon. Dans Gunm, la ville, ou plutôt la décharge de son nom officieux, est un endroit sans foi ni loi, où seuls les plus forts survivent. Cet endroit est dépeint comme un enfer sur terre, les femmes se font violer dans les rues dans l'indifférence générale, les drogués se piquent à tous les coins de rue, et les humains, qui sont encore faits de chair et d'os à 100%, se font de plus en plus rares. La cybernétisation est devenue une norme, l'organique une exception et une marque de faiblesse. La police n'existe plus, les oiseaux ont littéralement disparu du ciel. C'est un monde glauque qui suinte le post-apocalyptique par tous les pores. En dehors de la décharge, c'est un monde désolé, désertique et radioactif, à quelques endroits près, comme les fermes. Une fois de plus, si vous n'avez pas lu le manga, pensez à Mad Max, et vous aurez une vague idée du décor en dehors de la ville décharge. Au-delà de son ton mature et de ses personnages complexes, le manga soulève aussi de nombreuses questions et thématiques chères au cyberpunk. Qu'est-ce qui définit la notion d'humanité? Un corps qui est à 99% mécanique, mais qui possède encore un cerveau organique, est-ce une machine ou un humain? Un humain organique qui possède une puce à la place du cerveau, est-il justement encore humain? Autrement dit, derrière une apparence de manga d'action, Gunm est truffé de questionnements souvent philosophiques ou métaphysiques. Les références à la littérature, à la physique, à l'histoire, ou encore aux religions sont également égrenées ici ou là. Pour résumer, c'est un manga qui pousse son lecteur à réfléchir et à se poser beaucoup de questions. On y parle de transhumanisme, de quête d'identité, ou encore de la compréhension du karma et de son dépassement. Tout ça c'est bien beau, me direz-vous, mais quand est-ce que tu vas parler d'Alita, espèce de fossile décrépit? Tout doux ma belle, j'y viens. J'ai enfin regardé le film et je peux donc juger par moi-même de sa valeur en tant qu'adaptation. Évidemment, l'idée ne va pas être ici de faire un comparatif exhaustif entre les deux œuvres, déjà parce que ça prendrait des plombes et aussi parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt.
Ici, mon propos n'est pas de comparer le film et le manga scène par scène. Ça serait chiant et un peu débile, car je comprends la nécessité d'adapter une histoire, je comprends les contraintes techniques, notamment en ce qui concerne la durée d'un film par rapport à une œuvre écrite. Ce qui m'intéresse ici, c'est, dans un premier temps, de parler du film pour ce qu'il est, en tant qu'œuvre cinématographique, et, dans un deuxième temps, je veux m'attarder sur certains éléments qui ont été modifiés par rapport au manga et dont je trouve la pertinence discutable. Notamment les éléments qui, à mes yeux, auraient dû être conservés par rapport au manga pour garder un ton et une ambiance qui sont très importants dans l'œuvre originale. On commence donc avec mon avis global sur le film, en tant que film et non pas en tant qu'adaptation du manga. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le choix des acteurs et le jeu des acteurs étaient plutôt convaincants, voire très bons. Par exemple, le choix de Christoph Waltz pour incarner Ido est vraiment judicieux. C'est un acteur que je connais assez peu, je ne l'ai vu que dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Et dans ce film, je l'avais déjà trouvé très bon. Donc là aussi, dans Alita, je le trouve tout à fait compétent, et même physiquement, il rappelle effectivement le personnage d'Ido. Toujours au rayon des acteurs, j'ai trouvé que Mersala Ali, qui joue le rôle de Vector, était tout à fait convaincant et nous transmettait bien l'idée d'un personnage déshumanisé qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Ed Skrein, qui incarne Zapan, est aussi intéressant. J'irais même jusqu'à dire qu'il a une présence assez magnétique à l'écran. Et sans vouloir spoiler, j'ai été agréablement surpris de voir qui se cachait derrière le personnage de Nova, chose qui nous est révélée dans les toutes dernières minutes du film. Je ne m'y attendais pas du tout et j'avoue que le choix de l'acteur a été une belle surprise. Malheureusement, tout n'est pas rose au niveau des acteurs, notamment avec les plus jeunes, comme Kian Johnson, qui incarne Hugo, ainsi que les acteurs qui incarnent ses potes. J'ai trouvé que leur jeu d'acteur était un peu forcé par moments, probablement par manque d'expérience. Et donc les nombreux passages où on les voit interagir sont des moments plutôt faibles dans le film. Notamment cette scène où ils s'amusent à reproduire une séance de motorball, j'avais l'impression de regarder une sitcom pour ados. Il est assez difficile de parler du jeu d'acteur de Rosa Salazar, alias Alita, puisqu'évidemment on ne voit pas son visage à l'écran. On peut parler de sa voix, qui dans l'ensemble ne m'a pas fait tiquer plus que ça, même si pour pinailler, j'aurais aimé une tonalité qui sonne un peu moins adolescente, surtout quand on sait quel âge a réellement Alita. Ensuite, il y a les personnages beaucoup plus discutables, notamment Jennifer Connelly, qui incarne Shiren, l'ex-femme d'Ido, qui de mémoire n'existe pas dans le manga, et du coup j'ai trouvé qu'elle n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Elle est un peu redondante par rapport au personnage de Hugo, puisqu'elle aussi veut retourner sur Zalem. Sa présence enlève aussi quelque chose à Alita, à savoir son ingéniosité, au moment de sauver la tête de Hugo. Le personnage de Grewishka, qui était Makaku dans le manga, est incarné par Jackie Earle Haley. Là où Makaku était un personnage complexe à multiples facettes, dont on découvre dans le manga qu'il est une victime avant tout, apparaît ici plutôt comme un gros bourrin qui suit les ordres de Nova à la lettre. Super intéressant comme personnage. Pour ce qui est de la cinématographie, dans l'ensemble j'ai trouvé que le film était compétent. L'image est belle, lisible, même dans les scènes d'action et de combat, ce qui n'était pas gagné. Globalement, les effets spéciaux étaient plutôt convaincants, sauf dans les moments où on nous montre des cyborgs au corps entièrement mécanique, mais qui conservent un visage humain. Ça passait dans l'ensemble, rien de catastrophique, mais j'ai peur que ce genre d'effet spécial ne survive pas à l'épreuve du temps. Je pense qu'on tombe encore dans la fameuse Uncanny Valley, c'est-à-dire un résultat qui n'arrive pas à être convaincant au niveau des images de synthèse. Concernant la musique, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'elle n'a pas retenu mon attention, ce qui n'est peut-être pas bon signe. Du coup, je dirais qu'elle m'a semblé générique, et je n'ai pas retenu un thème en particulier, notamment un thème pour le personnage d'Alita. Globalement, je dirais que le film était plutôt satisfaisant, tant qu'on ignore l'œuvre qu'il adapte. C'est-à-dire que son scénario tient la route, et effectivement, à la surface et dans les grandes lignes, il donne une idée de ce qu'est Gunm. Mais j'insiste lourdement dans les grandes lignes. Parce qu'on va le voir dans un moment, il y a tout de même de grosses différences avec le manga, et quand on commence à creuser un peu, ces différences sont vraiment évidentes. Je pense donc que ce film peut plaire et satisfaire les gens qui n'ont pas lu le manga, et qui vont le regarder simplement comme un film de science-fiction. Il est compétent, il ne manque pas de respect à l'œuvre originelle. Pour autant, ce n'est pas parce que le film est compétent en soi qu'il est pour autant la meilleure adaptation qu'on aurait pu avoir du manga. Et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant, c'est-à-dire les éléments qui ont été modifiés par rapport au manga et qui, selon moi, auraient dû être conservés.
Ma bête noire dans ce film, ce qui à mes yeux est le plus regrettable et le plus dommageable dans le contexte de l'adaptation, c'est la question de la tonalité. Comme j'ai essayé de le démontrer en introduction, Gun est un manga très sombre où la violence a une place considérable sans pour autant être gratuite. À mes yeux, la violence dans le manga est justifiée et elle est utilisée pour dépeindre ce monde déshumanisé à tous les étages. Malheureusement, le film est quasiment à l'opposé de ça. L'aspect glauque, malsain et ultra violent est aux abonnés absents. C'est tellement évident qu'il y a des éléments visuels dans le film qui m'ont fait lever les yeux au ciel plus d'une fois. Par exemple, il y a de très nombreux moments, notamment dans la première demi-heure, où énormément de scènes affichent une lumière très chaude, comme si toutes ces scènes avaient été filmées au coucher du soleil. Cela résulte en une image douce et apaisante. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que dans le manga, il n'y a aucune scène qui se passe en fin de journée. Ce que j'essaye de dire, c'est que le choix d'avoir cette lumière très chaude et douce n'est pas anodin. D'ailleurs, plus tard, beaucoup plus de scènes se passeront la nuit, résultant en une image beaucoup plus froide et sombre, possiblement pour refléter l'évolution de l'état d'esprit d'Alita. Dans l'absolu, ce n'est donc pas forcément une mauvaise chose, ce jeu avec les lumières. Le problème, c'est que cela vient contredire l'idée que le monde est un endroit atroce. Cette contradiction est renforcée par les choix des costumes. Je ne sais pas qui a eu l'idée brillante chez les costumiers d'affubler l'écrasante majorité des figurants de vêtements du 21e siècle. C'est vraiment quelque chose de récurrent et d'évident sur quasiment toute la longueur du film. Si vous vous amusez à regarder les personnages au second plan, les passants, les badauds, etc., ils sont presque tous habillés comme aujourd'hui. Shorts, chemises, robes, etc. L'histoire se passe en 2500 et des poussières, mais les gens s'habillent encore comme en 2020. Et là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie digne du cerveau d'un youtubeur communiste? La mode évolue. C'est comme si aujourd'hui, en 2020, on s'habillait encore comme au XVIe siècle. Ça n'a aucun sens. Mais plus important, par rapport au manga, du coup, on s'en éloigne encore. Dans le livre, au niveau des vêtements, il y a un fort caractère cyberpunk, ou punk tout court. Veste en cuir clouté ou avec des pointes, jeans déchirés, pantalons en cuir, etc. Et pour ceux qui penseraient en ce moment, oh là là, mais ça c'est vraiment pinaillé, on s'en fout de la manière dont les gens s'habillent. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, on s'en fout pas, ça contribue à la crédibilité de l'univers. Si vous avez une intrigue qui se déroule dans un futur très lointain et que vous habillez vos personnages comme si ça se passait aujourd'hui, ça crée une impression d'anachronisme. De plus, ces accoutrements qui nous sont contemporains, et donc normaux, contribuent à renforcer l'idée qu'en fait le monde n'est pas si mal que ça. Les bermudas, les shorts, les petites robes, etc., ça ne donne pas le sentiment que le monde est ultra violent et au bord du gouffre. Ajoutez à cela, toujours sur la question des arrière-plans, on verra de nombreuses scènes où les figurants sont assis à des tables de café, ou faisant leur petit marché, leurs courses, jouant des instruments de musique, et tout ça dans une ambiance qui apparaît, donc, de fait, bon enfant. Où sont les drogués à chaque coin de rue? Où sont les gens qui se font attaquer à tour de bras? Où est le sentiment d'insécurité constant et de danger? Et à Kevin du 62 qui me dirait « Oui, mais tu comprends, il ne pouvait pas montrer toute la violence du manga, parce que sinon, il y aurait eu des restrictions au cinéma, le film n'aurait pas fait autant de profit... » Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Ce choix de tonalité très édulcorée en devient même parfois risible, notamment au travers du personnage de Hugo. À un moment donné, quand il discute avec Alita, il lui dit que son rêve est d'aller à Zalem, parce que le monde où ils vivent, à la surface, est un enfer. Mais le problème, c'est qu'à ce moment du film, nous n'avons quasiment rien vu qui laisse deviner que ce monde est effectivement atroce. J'irais même jusqu'à dire qu'à ce stade du film, l'image qui nous est donnée de la ville est presque positive. Encore une fois, par rapport au manga, on n'a quasiment rien vu qui pourrait nous montrer ou nous indiquer que cet endroit est terrible. Les gens apparaissent tous bien nourris, il n'y a pas de mendicité dans la rue, il n'y a pas de coups de feu à tous les coins de rue puisque les armes sont interdites, il y a un système de sécurité avec des robots géants qui se baladent dans les rues, les gens sont assis à des tables de café et tapent la discute, etc., etc. En dehors de la cité, on voit aussi qu'il y a des champs agricoles et la nature est toujours présente et elle est même luxuriante. Où est passé le décor désertique et post-nucléaire du manga? On pourra aussi sourire au fait que lorsque des personnages se font tuer ou blesser, à de très rares exceptions près, le sang est bleu. Vraiment, du sang bleu. Je ne savais pas qu'on était en train de regarder une adaptation des Schtroumpfs.
Ces quelques exemples, entre la lumière chatoyante, l'absence de violence visible et récurrente, les interactions des personnages, c'est pour moi ce qui est donc le plus dommageable dans le contexte de l'adaptation du manga. L'univers et le ton sont drastiquement édulcorés et je ne pense pas qu'il était nécessaire de le faire à ce point-là. On peut avoir des films noirs et violents et en même temps en faire des films à succès. La violence dans Gun n'est pas gratuite, elle sert le propos, elle met en exergue la difficulté de vivre dans ce monde, elle explique ou justifie les décisions de certains personnages, notamment la volonté de Hugo d'aller à tout prix sur Zalem. Mais ici, dans le film, le fait que cette violence soit très édulcorée porte préjudice aux motivations des personnages, elles s'en trouvent diminuées. Et pour moi, c'est un gros souci de cette adaptation. À force d'avoir voulu édulcorer au maximum et rendre le film le plus accessible possible pour un large public, il perd en profondeur. Est-ce que c'est un mauvais film ? Non, je ne dirais pas que c'est un mauvais film. Encore une fois, je pense que c'est un film compétent, mais qui est loin d'être irréprochable pour ce qu'il est en soi et encore plus en tant qu'adaptation du manga. Je trouve que c'est vraiment dommage, car on aurait pu avoir un film du calibre de Blade Runner, par exemple, pour rester dans le même genre. Au lieu de ça, on a un film grand public, à forte tonalité romantique. Ah oui, j'oubliais, au rayon des changements qui m'ont laissé vraiment perplexe, je me demande vraiment pourquoi certains noms de personnages n'ont pas été respectés, comme le personnage de Ido, qui à la base est prénommé Daisuke, mais qui devient ici Dyson Ido. Est-ce que c'est un clin d'œil à Miles Dyson dans Terminator 2 ? Au passage, l'assistant de Ido, qui à la base était Gonzu, à savoir un vieil homme blanc, est ici remplacé par une jeune femme noire. Est-ce que le film essayerait de nous dire quelque chose ? Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque micro-changement parce que ça ne nous mènerait pas à grand-chose. Donc, globalement, j'ai trouvé le film regardable, agréable et compétent en tant que tel, mais en tant qu'adaptation, je pense qu'il rate le coche, car il aurait pu nous proposer un film beaucoup plus mature et profond. Voilà, c'était donc mon avis après avoir regardé le film, vous en faites ce que vous voulez et maintenant, barrez-vous.